Les Lefebvre de Batiscan. Chapitre 39. La création de Détroit. Après en avoir reçu la permission des sauvages et des autorités françaises, le fondateur de Détroit, Antoine Laumet de La Motte-Cadillac, quitte Montréal le 5 juin 1701 avec une centaine de personnes, moitié habitants, moitié soldats et 2 missionnaires. Le 24 juin, le groupe s'installe sur le site où s'amorce bientôt la construction du fort Pontchartrain. Il existe actuellement une plaque commémorative des French Canadians qui participèrent à l'installation de Détroit. Les soldats n'y sont évidemment pas dénombrés. Parmi les coureurs de bois inscrits, on retrouve certains qui ont ou auront des liens avec la famille de Gabriel, dont voici les noms. Jean-François Frigon de Batiscan, alors âgé de 27 ans, dont le fils Paul épousera la fille d'Alexis Lefebvre en 1755. Il est l'époux de la nièce de Louise Duclos. Il est donc cousin par alliance des enfants de Gabriel Lefebvre dit Lataille. Il est coureur de bois tout comme son père François Frigon dit l'Espagnol. Par contre, plusieurs disent que François Frigon le père est présent à l'établissement de Détroit, ce qui est évidemment une erreur. J'en profite pour rectifier une autre donnée erronée au sujet de Jean Latour, sieur de Foucault. On dit que la mention officielle de son nom n'est apparue au Canada qu'à partir de 1703. Je pense que la plaque qui suit est assez officielle pour prouver qu'il était au Canada en 1701. Il était chirurgien. Jean-Alexis Lemoine Dimonière est âgé de 21 ans lors de sa participation à l'expédition de Cadillac. En réalité, il est un coureur de bois qui travaille depuis longtemps pour Antoine Laumet Cadillac. En 1707, il sera encore à Détroit où il signe comme témoin d'une reconnaissance de dette de J.B. Couteau à Jacques Langlois. Il commencera à financer d'autres coureurs de bois en 1712. À l'âge de 35 ans, il ouvre une boutique à Montréal. Le 22 mars de la même année, il épouse Marie-Louise Zambale Kimball, une Anglaise. Lorsqu'il épouse en seconde noces Marie-Joseph, la fille de Charles de Coigne, que nous avons déjà rencontrée, sa position s'établit solidement comme marchand de Montréal. Chacun des noms sur cette liste possède sa propre histoire qu'il serait fascinant de connaître. Très peu de ces histoires nous sont restées. Chapitre 40. L'épreuve de Louise. Son époux était parti vers Oswego pour sa dernière année de traite. Enfin, ils pourraient vivre ensemble toute l'année et elle cesserait d'être obligée de cacher son inquiétude face à ses absences. Elle n'avait jamais eu d'inquiétude pour elle-même, puisque Batiscan était un endroit tabou pour les guerriers iroquois, et surtout elle était la belle-sœur du grand chef Lougri. Ajoutez à tout cela que la paix avait été signée avec les Iroquois en 1701. Âgée de 29 ans, sa famille était maintenant composée de 3 belles filles et 4 magnifiques garçons. Elle était une Canadienne heureuse, mais Lougri ne contrôlait pas les menaces non-indiennes. Au début juin de cette année-là, un certain après-midi, elle entendit des cris venir du bord de la rivière. Décrochant le fusil au-dessus du foyer, elle se précipita à l'extérieur de la maison. Sa fille Madeleine, âgée de 7 ans, était coincée entre la rivière et 2 ours qui étaient venus fouiller dans les détritus qu'on laissait pour les attirer. Le chien qui avait accompagné la petite gisait dans une mare de sang et l'un des ours le déchiquetait. Louise se mit à courir vers les ours en criant à son fils Jacques-François. « Apporte-moi vite le pistolet accroché au côté de la dépense !» Pendant que Jacques allait chercher l'arme, Louise continua de courir vers sa fille qui allait être attaquée par le 2e ours.
Lorsque celui-ci se leva sur ses pattes arrière, elle se mit à crier pour attirer son attention. L'ours se retourna. Louise s'arrêta de courir et plaça une balle dans le cœur de l'animal qui tomba sur place. La petite Madeleine se mit alors à courir vers sa mère. Le deuxième ours avait figé au bruit du coup de feu. Lorsqu'il aperçut la petite qui courait, il partit à sa poursuite. Louise reprit sa course et arriva au moment où l'ours allait attraper sa fille. Sans hésitation, elle saisit le fusil comme un bâton et en asséna de toutes ses forces un coup sur le museau de la bête qui recula de 2 pas en claquant l'arme d'un coup de patte. Le fusil tomba 4 pieds plus loin. Jacques-François arrivait avec le pistolet. Louise s'en saisit et se plaça entre l'ours et ses 2 enfants, disant à son fils de s'éloigner avec sa sœur. L'ours regarda cette femme qui l'avait attaqué et il semblait hésiter. Le jeune maire savait très bien qu'un pistolet pour tuer un ours était assez hasardeux. Elle ne voyait qu'un seul moyen de s'assurer de tuer l'animal. C'était de lui tirer une balle dans l'œil pour atteindre le cerveau. Pointant son arme, elle attendit l'occasion. Sachant qu'un ours pouvait mouvoir ses pattes du devant aussi rapidement qu'un chat, elle gardait donc une distance suffisante pour ne pas être atteinte. L'ours se redressa et l'allait attaquer aussitôt qu'il tomberait sur ses 4 pattes. Elle ne disposait que d'une fraction de seconde pour tirer au moment où les pattes antérieures toucheraient le sol. Lorsque cela se produisit, elle voyait l'œil de l'ours aussi gros que son poing. Elle lâcha son coup de pistolet et l'ours s'abattit à ses pieds. Les jambes de Louise flageolèrent et elle tomba assise sur le sol en fixant l'ours mort devant elle. Reprenant ses esprits presque aussitôt, elle se retourna pour regarder ses enfants. Ceux-ci n'avaient pas bougé et Jacques-François avait ramassé le fusil. Il était en train de le recharger le plus rapidement qu'il pouvait. Louise sourit de fierté devant l'esprit présent de son jeune fils et se releva. « C'est terminé, les enfants. Ils sont morts. Nous avons de la besogne devant nous. Je vais chercher le couteau et les chaudières. Nous aurons beaucoup de viande et de graisse à préparer. Jacques-François, quand tu auras chargé le fusil, va chercher la barouette de ton père et amène-la près des ours. » Avant d'entrer dans la maison, elle s'appuya sur le tonneau près de la porte, prit quelques grandes respirations et s'aspergea le visage d'eau froide. Ils l'avaient tous échappé belle, mais il n'était pas question d'encourager la peur chez ses enfants. Ces 2 ours ne seraient certainement pas les derniers auxquels ils devraient faire face. Aussi bien en profiter pour leur apprendre à dépouiller, ramasser la graisse et couper les animaux en quartiers. Elle avait l'impression que c'était là la raison pour laquelle la Providence avait envoyé ces 2 ours chez elle. Gabrielle fut de retour la semaine suivante et l'événement s'était effacé de sa mémoire. Elle découvrirait que 3 mois plus tard, elle était enceinte. Un autre fils qu'ils appelleraient Alexis allait voir le jour le 12 janvier 1703. Chapitre 41. Les responsabilités paternelles. Gabriel Lefebvre dit Lertaille en était à sa 3e année depuis qu'il avait arrêté de faire la traite des fourrures. 2 ans plus tôt, le malheur avait frappé la famille Duclos. Charles Gabriel était décédé à l'âge de 20 ans. Le coup fut très dur pour les parents. Le couple se voyait depuis toujours terminer leur vie en compagnie de ce dernier fils. Ils le considéraient comme leur bâton de vieillesse, selon l'expression de l'époque. Il semble que l'autre chose qui dirige tout en avait décidé autrement. Il a certainement ses raisons, finirent-ils par accepter. La terre de Gabriel produisait bien, son cheptel profitait, sa forêt s'améliorait et la chasse y était encore aussi fructueuse qu'au début. Il y avait maintenant 4 chiens-loups additionnels, dont 3 appartenaient à ses 3 premiers fils, et le 4e, délaissé, avait adopté la fille aînée Marguerite. Son propre chien-loup était toujours l'alpha de la meute. La colonisation le long de la rivière Batiscan s'était ralentie de beaucoup.
de sorte que sa terre se trouvait toujours éloignée du centre de population. Il n'y avait pas encore de voisins installés sur un côté de sa terre. Par contre, Mathurin-Cadotte et lui étaient devenus des amis inséparables et la terre de tous les deux s'améliorait à l'unisson. Cadotte faisait encore un peu de la traite à l'occasion, mais voyageait très rarement jusqu'au Grand Lac, ce qui lui permettait de s'absenter beaucoup moins longtemps d'auprès de sa Catherine. Souvent, des têtes de boule venaient encore s'approvisionner chez lui. La famille Cadotte était composée de 4 fils et d'une fille. En 1704, l'aîné avait 11 ans et le dernier 3 ans. Tous ses fils devinrent coureurs de bois comme leur père. Gabriel s'efforçait dorénavant d'inculquer à ses fils les habiletés dont ils auraient besoin au cours de leur vie d'adulte. Son fils aîné, Jacques-François, avait 10 ans, Antoine 7 ans et Joseph 6 ans. Les autres enfants étaient encore sous la supervision de leur mère. Ces 3 garçons apprenaient peu à peu tout ce qui était nécessaire pour défricher la terre et tenir une ferme. Gabriel s'amusait également à leur faire pratiquer l'escrime avec des bâtons, les faire tirer du fusil et du pistolet. Joseph, quoiqu'étant le plus jeune des 3, démontrait les mêmes dispositions que son père pour l'escrime. Il raffolait de l'exercice. Cependant, Gabriel demeurait à l'affût de signes distinctifs qui lui indiqueraient vers où orienter le développement de chacun de ses fils. Les 3 n'affichaient qu'un seul trait commun. Ils aimaient l'aventure. Lorsqu'il regardait ses fils s'acquitter des corvées de la ferme, il se revoyait lui-même dans l'atelier d'emballage de son père, rêvant d'action. Ce constat l'inquiétait beaucoup parce qu'il ne voulait pas du tout perdre aucun d'eux au profit de l'aventure sur les mers du monde, et aucun d'eux n'avait le caractère pour faire un bon soldat. Ses économies lui garantissaient de pouvoir acheter une terre pour chacun d'entre eux le moment venu, mais il savait pertinemment qu'ils auraient besoin d'avoir une soupape pour contrôler cet appel de l'aventure. Il se mit à reviser sa décision d'arrêter la traite des fourrures. Il y songeait depuis quelques semaines et s'apprêtait à en parler avec son épouse quand survint un changement dans leur vie à tous. Celui qui parle peu, le fils du chef Lougris, arriva un certain après-midi avec 3 autres Mohawks chevauchant de très beaux chevaux. Mais le chevaux de ces cavaliers iroquois n'était rien à côté des 2 gris pommelés qu'il apportait en cadeau à son oncle et sa tante canadiens. Après avoir aidé à construire une écurie, les Indiens repartirent, mais celui qui parle peu décida de rester, disant que ses petits frères auraient besoin de son enseignement pour devenir de vrais Canadiens. Encore une fois, l'autre chose que les sauvages appelaient le maître de la vie, qui dirigeait tout, se chargeait de régler le problème de Gabriel. Le guerrier Mohawk livrerait son expertise à ses fils, pendant que lui s'occuperait de leur former le caractère. On voulut installer l'Iroquois dans la maison, mais il préféra se construire un habitacle à son goût, près de la forêt et de la rivière, sur la terre de Gabriel. Le père et le maître S. Forêt établirent l'agenda des garçons. À la fin de l'année suivante, le jeune Jacques-François pouvait survivre dans les bois, pourvu seulement d'un couteau de chasse pour se tirer d'affaire. Il maniait l'arc de façon acceptable et savait très bien comment se fabriquer un dard ou des nasses pour pêcher les poissons de la rivière. La fabrication des différents pièges pour animaux n'avait plus de secret pour lui. Son parrain, Hamelin de Bourchemin, pouvait maintenant se vanter d'en avoir fait un garçon sans peur. Quant à être sans reproche, sa mère aurait sûrement relevé un sourcil en l'entendant l'affirmer. Jacques-François était effectivement sans peur, mais il restait encore à trouver ce qui aurait pu effrayer ses 2 frères. Antoine, dans son développement, le suivait de près et démontrait une maîtrise étonnante de l'équitation. Celui qui parle peu lui avait appris à s'accrocher au flanc d'un cheval au galop, de sorte qu'on savait très bien qu'Antoine montait le cheval traversant la prairie au galop
mais il était impossible de voir le cavalier. Quant à Joseph, le plus jeune, il était pour l'instant le plus habile au tir à l'arc et autres exercices d'adresse du genre. Au début de la toute première leçon, le Mohawk leur avait répété à chacun « La première arme que tu dois maîtriser est le caillou, ensuite la fronde, suivi de l'arc et du fusil. Mais avant tout cela, tu dois apprendre le moyen de défendre le plus important, courir de longues distances. » De sorte que depuis 1 an, les 3 jeunes garçons couraient au moins 1 heure, parfois 2, derrière le Mohawk à travers la forêt. De plus, le maître exigeait qu'aucun ne cesse de courir pour se déplacer pendant le temps alloué à leur enseignement. On ne les voyait jamais marcher normalement durant tout ce temps. Le choix était arrêter outre-temps. À ce stage de leur développement, aucun d'eux ne pouvait manquer de harponner une perdrix en lui lançant un galet, et chacun avait une pièce de cuir de 4 pouces de diamètre, d'où pendaient 2 lanières tressées de 2 pieds de long, cachées dans la ceinture. Ils atteignaient avec cette fronde une petite cible à une distance de 50 pieds, et ils s'amélioraient constamment à son maniement. Les garçons ne parvenaient jamais, cependant, à surclasser leur entraîneur. Lorsque celui-ci leur apprit que, dans sa région près d'Albany, gagner se disait « to win », Jacques-François lui avait proposé le nom de « Winnetou », jusqu'à ce que lui-même parvienne à le battre lors des exercices. Le Mohawk accepta son nouveau nom et tout le monde l'appelait, depuis ce moment-là, Winnetou. Le Mohawk s'était lié d'amitié avec Joseph l'Algonquin. Souvent, on le voyait sauter sur sa monture et se diriger vers la forêt, sur la piste qui menait chez les Duclos où habitait toujours la famille algonquine. Immanquablement le lendemain, suite à sa visite, on voyait apparaître chez Gabriel Joseph qui prenait de l'âge, mais tenait encore une très grande forme. Les 3 élèves de Winnetou comprenaient alors qu'un cours spécial leur était réservé cette journée-là. Parfois, c'était des cours de lutte indienne ou des cours de combat avec tomahawk, ou encore, ce que les jeunes préféraient, des cours sur le jeu de lacrosse. Les cours de combat au tomahawk avaient débuté par une mise au point de la part de Winnetou. Le tomahawk est une arme de combat semi-rapprochée. Le couteau de chasse est pour le corps à corps. C'est la distance entre vous et l'ennemi qui décide de l'arme à utiliser. Et suivant les démonstrations avec l'aide de Joseph et les entraînements par la suite, les techniques de combat avec ces 2 armes s'enchaînaient naturellement dans des mouvements gracieux tels une danse. Le jeu de la crosse était un jeu assez viril. Les coups de crosse sur les tibias, ou même partout où cela faisait assez mal pour retarder l'adversaire, étaient de mise, et Winnetou leur enseignait tous les trucs qu'il connaissait. Ajoutez à cela les trucs que connaissait l'Algonquin, les jeunes Canadiens pourraient très bien figurer dans une partie avec les sauvages. Les blessures étaient fréquentes durant ces cours. Le but était surtout d'habituer les jeunes à deviner, par réflexe ou 6e sens, les coups qui venaient par derrière, habitude importante de posséder lors des mêlées guerrières. Souvent, Winnetou se présentait devant Louise avec l'un de ses fils. « Ma tante, disait-il, l'un de mes élèves a besoin de ta bonne médecine. » Et il laissait le blessé aux soins de sa mère, qui détestait maintenant ce sport dont elle avait tellement aimé le spectacle lorsqu'elle était plus jeune. Les jeunes garçons devenaient chaque jour plus aptes à faire face à toutes les éventualités dans le Canada de leur époque. Le premier qui fut jugé prêt pour traverser le dernier stage de son entraînement fut, évidemment, Jacques-François. Il avait maintenant 13 ans. Un soir, Winnetou déclara aux parents que lui et Joseph allaient reconduire leur fils aîné pour une formation d'1 an chez les Mohawks de son père Lougri. Louise en resta estomaquée. Elle ne voulait pas, mais pas du tout. « Ma tante croit-elle que son neveu voudrait du mal à son petit frère? » demanda Winnetou. « Évidemment non, répondit-elle, mais 1 an.
Cette année fera de ton fils un meilleur Canadien, ajouta-t-il. Joseph, qui était assis dans la berceuse, fit « Il apprendra à parler l'Iroquois. Il pourra devenir un homme important chez les deux nations. Il ne faut pas le laisser devenir une moitié d'homme. Il doit connaître la vie des Mohawks, comme celle des Blancs. » Poursuivit Winnetou. « Hugh, fit encore Joseph. « Hug, c'est tout ce que j'entends de toi, Joseph. Tu peux pas rien dire d'autre. C'est mon enfant que je vais perdre. »« Femme perd enfant aujourd'hui, gagner homme l'an prochain. Hug, » répondit Joseph. Gabriel avait donné sa confiance au Mohawk, il ne pouvait pas la lui enlever. Les deux sauvages partaient le surlendemain sur la rivière avec un Jacques-François radieux, sous l'œil de la mère que le père tenait par la taille. Tous les deux avaient hâte que leur fils revienne un homme comme l'avait promis le Mohawk. 18 jours plus tard, l'Algonquin et le Mohawk débarquaient seuls du canot devant la maison de Gabriel. Chapitre 42. Le retour et nouveau départ. Durant les 3 années qu'avait duré l'entraînement de ses premiers fils, la famille de Gabriel et de Louise s'était accrue de 3 autres fils. Alexis, le 12 janvier 1703, Jean-Baptiste le 28 avril 1704 et Nicolas le 26 mars 1706. Louise attendait un autre bébé pour novembre 1707. Ils allaient l'appeler Pierre. Durant cette même période, Cabanac, dont la première épouse décéda en 1703, se remaria en 1705 avec Louise-Catherine Robineau, la fille du baron de Portneuf. Gabriel n'eut pratiquement plus de contact avec son ami après cette date. Chose importante, un voisin de Gabriel était finalement venu s'installer. C'était un coureur de bois du nom de Jean Brouillette, dit Lavigueur. Son épouse Madeleine Ricard allait devenir une amie inséparable de Louise. Les 3 premiers élèves de Winnetou avaient eu le temps d'acquérir toute l'expertise que le Mohawk pouvait leur transmettre avant que les suivants, Charles-Gabriel, Alexis et Jean-Baptiste, soient en âge de commencer leur entraînement. Cependant, seul l'aîné pour l'instant était allé terminer sa formation chez les Mohawks. Un certain avant-midi du début de juin 1708, on vit approcher sur la rivière Batiscan 3 grands canots remplis de guerriers iroquois. 18 guerriers approchaient de la terre de Gabriel Nicolas Lefebvre. Winnetou se tenait sur la berge pour les recevoir. Charles Gabriel, âgé de 7 ans et qui allait en avoir 8 dans la semaine, travaillait avec sa mère dans le jardin et lui fit remarquer « Maman, des canots pleins de sauvages! » Louise releva la tête et reconnut le grand chef Lougri, debout dans le premier canot qui accostait sur le rivage. « Gabriel! » s'exclama-t-elle. « Lougri arrive! » Et elle s'élança vers les Iroquois. Approchant du chef, elle vit qu'il avait la main sur l'épaule d'un jeune Mohawk, musclé, la peau brunie par le soleil, habillé tel un guerrier. Il portait des plumes à la crête de ses cheveux et un carquois plein de flèches et un arc accroché au dos. Un tomahawk et un couteau de chasse à la ceinture qui retenait un pagne de cuir souple. Les jambes du guerrier étaient également recouvertes de peau de chevreuil souple, frangées du côté extérieur au-dessus de mocassins œuvrés de poils de hérisson et de perles colorées. Elle ne pouvait décrocher son regard du jeune sauvage. « Ma sœur, je te ramène ton fils devenu l'un de mes guerriers. Tu peux être fier de cet homme issu de ton ventre. » Le jeune Mohawk ne bougea pas avant que Lougri n'enlève la main de son épaule. À ce moment-là, il fit un pas vers l'avant et dit « Mère, je te vois. »« Jacques-François, mon Jacques-François » cria-t-elle en attrapant son fils dans ses bras. Les guerriers Mohawks levèrent un bras en criant et se mirent à danser joyeusement autour de la mère et du fils. « T'es magnifique, mon grand garçon » ne cessait-elle de dire. « Comme t'es devenu grand et beau. Gabriel, regarde notre fils comme il est admirable. »
Gabriel venait d'accueillir son frère de sang et regardait subjugué l'homme qui était devenu son fils aîné en l'espace d'une seule année. Une fierté jusqu'alors jamais ressentie traversa tout son être. Il resserra l'avant-bras de son frère Lougri, qui lui souriait, s'avança vers Jacques-François, le prit dans ses bras, le souleva et se mit à tourner sur lui-même en criant comme les autres Indiens. Ce fut ensuite le reste de la famille qui entoura ce grand frère qui ne portait plus qu'une crête de cheveux et qui leur avait manqué toute cette dernière année. Les Mohawks restèrent une semaine qui fut constante en réjouissances. Joseph l'Algonquin et son épouse venaient tous les jours voir le jeune guerrier canadien. Onadeyo ne se privait pas, quant à elle, de gâter avec toutes sortes de cadeaux et d'attentions son bébé préféré de toujours, des multiples enfants de celui qui parle au maître de la vie. Lorsque Lougri repartit, Antoine et Joseph, heureux comme de jeunes chiots, saluaient leurs parents de la main dans l'un des canots. Cette fois-ci, Louise n'avait soulevé aucune objection à leur initiation à la vie Mohawk. Les résultats étaient trop adéquats. La vie reprit son cours normal sur la ferme, sauf que c'était maintenant le tour de Charles Gabriel de suivre l'enseignement de Winnetou. Jacques-François s'y impliqua de temps à autre, lorsque le maître le lui demandait. Le reste du temps, il était heureux de travailler avec son père. À la fin de l'automne, ses cheveux avaient repoussé à la normale, mais il avait maintenu le port de l'uniforme Mohawk qui, disait-il, lui permettait plus de liberté de mouvement. 2 incidents s'étaient produits vers la fin de juillet. Gabriel s'était payé le plaisir d'une partie de chasse et d'exploration avec son fils aîné. Il voulait constater le résultat de l'éducation qu'il avait choisie pour ses fils. Il partit donc seul pour une semaine. Leur premier arrêt fut à Trois-Rivières, chez Étienne Véron. Il venait rendre visite à la mère d'Étienne, Marguerite Hayette, la veuve de Desgroseilliers décédée en 1698, qui demeurait maintenant chez son fils. Étienne Véron était capitaine de milice, mais également un marchand avec qui Gabriel faisait parfois affaire. Lors de ce séjour à Trois-Rivières, il y eut une rixe dans un abreuvoir de l'endroit. Un coureur de bois, complètement saoul, s'était mis à invectiver Jacques-François, dont les cheveux n'avaient pas encore repoussé à la normale. Il criait au massacre de tous les Iroquois sans distinction. « Ce sont tous des lâches et des barbares sanguinaires, incluant celui-ci. Si nous les laissons vivre, ils nous tueront tous !» criait-il en pointant Jacques-François. Le jeune homme, malgré ses 14 ans, put facilement mettre l'individu hors d'état de nuire, sans le blesser gravement. En se relevant, il dit à ceux qui l'accompagnaient, « Occupez-vous de votre ami, le pauvre diable ne sait plus ce qu'il raconte. » Et il retourna s'asseoir près de son père, qui s'était contenté d'assister à l'algarade. « Peux-tu me dire pourquoi tu ne l'as même pas blessé, malgré qu'il t'ait menacé de te tuer? » lui demanda son père. Le pauvre ne savait même plus ce qu'il disait tellement il était saoul. Il parlait pas sérieusement. « Je suis fier de toi, Jacques-François. Tu gardes un esprit limpide face au danger. » Et les 2 hommes terminèrent leur chope. 10 minutes plus tard, ils rembarquaient dans leur canot. Cette fois-ci, le but était la rivière Saint-François, qu'ils voulaient explorer sur une assez grande distance. Gabriel voulut s'arrêter au fort Saint-François pour saluer un de ses amis, Antoine Plagnol, officier des troupes et seigneur de Pierreville. Il y trouva son épouse Charlotte Giguère, qui lui apprit le décès d'Antoine survenu en 1705. Charles Dubois, dit Brisebois, était présent avec sa femme, Mercy Ursule Adams, qui l'avait épousé en 1704. Gabriel invita le couple à venir les visiter à Batiscan lorsqu'ils en auraient l'occasion. Par la suite, le coureur de bois Charles Dubois et Gabriel Lefebvre devinrent d'excellents amis et les 2 familles s'unirent par les liens du mariage. On en était à la 3e journée de l'expédition. Le père et le fils installaient leur campement près du canot
qu'ils avaient renversé sur le côté pour leur servir d'abri. Ils étaient en train de faire rôtir 2 poissons sur le feu de camp et grignotaient du pemmican que Jacques-François avait demandé à Onadeo de lui préparer. Il avait appris à apprécier cette nourriture indienne lors d'excursions en forêt. Ils virent 2 canots dont les passagers avaient remarqué leur feu qui s'approchait vers leur campement. Les 2 Canadiens se levèrent et s'avancèrent jusqu'au rivage. Les visiteurs étaient 2 marchands bostonnais accompagnés de 2 Indiens Seneca. Gabriel salua les nouveaux arrivants et les Canadiens agrippèrent les canots pour ensuite les tirer sur le sable. Les Sénécas répondirent au salut et, ayant reconnu un guerrier Mohawk, se mirent à converser avec Jacques-François en iroquois. L'un des Bostonnais répondit au salut de Gabriel, mais l'autre le poussa et s'approcha du feu, attrapa l'un des poissons et se mit à le ronger en regardant insolemment les 2 Canadiens. Gabriel n'eut pas le temps de réagir avant que Jacques-François saute à la gorge du malappris. Le type portait au moins 30 livres de plus que le jeune homme, mais il avait affaire à un guerrier Mohawk, ce qu'il ne savait pas, malheureusement pour lui. Le Bostonnais voyait pleuvoir les coups de poing, de pied et de genoux sans jamais avoir le temps de répliquer. Il reçut une correction que même Gabriel n'aurait pas osé lui donner. Le type était étalé par terre, le visage en sang, quand Jacques-François attrapa le 2e poisson sur le feu et le lui enfourna dans la bouche. « Bon appétit, espèce de goujat dégoûtant !» lui dit le jeune homme d'une voix étonnamment calme après une telle explosion d'énergie. Le rustre, à demi étouffé, recracha le poisson avant de se relever. « Toi, je t'avertis !» tonna-t-il d'une voix grave et posée en pointant le doigt vers le jeune homme. « À partir d'aujourd'hui, sois constamment sur tes gardes, toi et tous ceux que tu aimes, pareil pour ce que tu viens de faire. Un jour où tu ne t'y attendras pas, je serai embusqué et je te mettrai une balle dans la tête. » Jacques-François regarda son père d'un air attristé et retourna vers l'individu maintenant debout. « Tu m'as convaincu être un homme qui tient parole, » lui dit-il calmement. « Je ne peux pas risquer que tu mettes ton projet à exécution. » Sortant son tomahawk à une vitesse inouïe, d'un seul mouvement, il le planta dans le front du Bostonnais qui s'écroula à ses pieds, les yeux exorbités. Gabriel, qui avait retenu l'autre marchand pendant l'altercation, précisa. « Ton copain est un parfait imbécile. Ce n'est pas parce qu'un homme dit des folies qu'on doit croire qu'il est fou. Il n'aurait jamais dû faire ce genre de menace à un Canadien. Il faut toujours savoir peser ses mots. Tu peux aller l'enterrer plus loin si tu veux. Nous t'attendrons ici, prêts à partager notre nourriture avec toi. » Et il alla rejoindre le groupe formé par son fils et les 2 Sénécas qui s'étaient accroupis près du feu, discutant comme si on venait simplement d'éliminer un moustique encombrant. Le Bostonnais enterra son compagnon et rappela ses guides indiens pour retourner d'où il était venu. Gabriel et son fils ne firent aucune mention de l'événement par la suite, et le lendemain matin, ils repartaient à l'aventure. Gabriel était fier de son fils. Il avait démontré par 2 fois jusqu'ici une maîtrise de soi et une évaluation parfaitement exacte des situations qui s'étaient présentées à lui. Jamais Jacques-François n'avait perdu le contrôle de ses émotions. Le reste de l'expédition fut une des expériences les plus gratifiantes pour le père heureux, satisfait et rassuré sur le pouvoir de discernement de son fils. Le retour à la maison se fit 5 jours plus tard. La vie de tous les jours reprenait son cours normal. Chapitre 43. L'enlèvement. L'année suivante, le malheur frappe encore la famille Duclos. Anne, la sœur aînée de Louise, décède le 31 janvier à l'âge de 41 ans. Jeanne Cerisier, après quelques mois de maladie, décède également le 12 septembre à l'âge de 67 ans. Par contre, Louise était enceinte et accoucha de son fils Michel le 14 décembre suivant. Le bébé y fit beaucoup pour atténuer la peine de Louise due à la perte de sa mère et de sa sœur.
La période des fêtes ne fut cependant pas comme les années précédentes. Quelque chose d'important avait changé dans la famille. François Duclos, maintenant âgé de 82 ans, ne riait que très rarement, et Louise s'assurait d'aller le visiter avec quelques enfants pour mettre un peu d'énergie et de joie dans sa vie. François s'éteindra 2 ans plus tard, 22 jours avant la fête de Noël. Au début juin, 2 Mohawks accostent sur le rivage devant la maison de Gabriel. Ils apportent une nouvelle qui bouleverse toute la famille. L'expédition qui ramenait Antoine et Joseph à leurs parents avait été attaquée par 24 miliciens bostonnais et Joseph avait été capturé. Durant l'attaque, Antoine avait plongé de son canot et avait réussi à s'échapper avec 2 guerriers Mohawks qui l'avaient suivi. Les 3 braves s'étaient réfugiés dans une cabane de castor en pénétrant par l'entrée immergée. C'étaient ces 2 Mohawks qu'Antoine, le lendemain, avait envoyés vers son père. L'attaque datait de 3 jours et s'était produite dans un étroit passage de la rivière débouchant sur le lac Champlain. Jacques-François apprêtait déjà les armes avant même la fin du rapport des Mohawks. Il demanda à sa mère de préparer leur sac à dos en y mettant 2 paires de mocassins additionnels pour son père et lui. Gabriel ceignit sa rapière et les 2 Lefebvre, père et fils, sautèrent dans leur canot à la suite des messagers d'Antoine. Celui-ci avait indiqué qu'il reviendrait au lieu de l'agression lorsqu'il aurait découvert où emmenait son frère Joseph. On en était à la 2e journée d'attente sur le rivage côté est de l'étroit passage où Joseph avait été capturé, lorsqu'Antoine apparut au pas de course sortant de la forêt. « Enfin te voilà !» s'écria Gabriel en le prenant dans ses bras. Antoine était la réplique quasi exacte du guerrier qu'avait été Jacques-François l'année précédente. Les 2 frères s'embrassèrent dans une chaleureuse accolade. « Joseph est à Boston depuis 3 jours. Il est gardé par le shérif William Dudley. J'ai couru sans presque jamais m'arrêter. » ajouta-t-il en se fondrant près des couches sous le canot. « Récupère au maximum, fils. Nous partons demain matin pour Albany. De là, nous arriverons rapidement à Boston. » Antoine dormit, se réveilla et mangea une partie du foie de chevreuil qu'avaient tué les 2 guerriers Mohawks. Il se rendormit aussitôt pour ne se réveiller que le lendemain, en pleine forme, et après avoir bouffé près de 2 livres de viande de chevreuil. Les 3 Lefebvre et les 2 Mohawks sautèrent dans leur canot et se précipitèrent vers Albany. Le soir même, ils entrèrent dans la maison de Firepower. « Holà, moussaillon, que t'arrive-t-il? Je t'ai jamais vu aussi agité! » s'étonna celui-ci. « J'ai besoin de ton aide. Un de mes fils est séquestré à Boston et je vais aller le chercher. Voici mes 2 autres fils et 2 amis Mohawks. »« Tu as un fils Mohawk? » s'étonna Firepower en regardant Antoine. « Mes fils sont Canadiens, mais de vrais Canadiens, pas des moitiés français. Alors tu m'aides ou pas? »« La question ne se pose pas, moussaillon. Premièrement, toi et ton fils, celui qui n'a pas l'air d'un sauvage, vous allez vous déguiser en puritain. L'autre, incluant les 2 Mohawks, seront nos serviteurs. Deuxièmement, je prépare quelques petites boules de plâtre qui pourraient servir. »« Boules de plâtre? » demanda Jacques-François. « Pleines de poudre noire avec des mèches, » répondit Firepower. « Savez-vous où est gardé l'otage? » demanda-t-il. « Il est entre les mains du shérif Dudley, » répondit Antoine. « Dudley est un jeune ambitieux, fils du gouverneur, qui est mêlé à toutes sortes de magouilles, incluant l'espionnage. Il est plutôt du genre zélé. On doit faire vite si on veut reprendre ton fils encore en forme, » dit-il à Gabriel. 2 jours plus tard, ils entraient dans Boston tôt en avant-midi et, ayant loué une carriole à 2 chevaux, se dirigeaient directement chez le shérif. Firepower demanda à voir William Dudley, qui le reçut immédiatement. Disant venir des environs de la baie de Casco, aux portes même de l'Acadie, Firepower divulgua au shérif une ouverture possible d'affaires lucratives hors normes que ses compagnons lui avaient proposée.
Dudley, ainsi appâté, mordit un hameçon et fit entrer le groupe dans son bureau. La prison était un édifice assez important, mais sans vraiment de sécurité. Le fait que les prisonniers étaient enchaînés dans leurs cellules diminuait les dépenses pour la garde. Firepower lui présenta Gabriel, qui lui présenta au front du shérif le pistolet qu'il portait à la ceinture. « Je viens chercher mon fils que vous gardez dans l'une de vos cellules, » lui dit-il très sérieusement en français. « Je vous donne ma parole de ne pas vous tuer si vous m'amenez jusqu'à lui. Allons, » commanda-t-il. « Je n'ai aucun prisonnier français ici, monsieur. Le seul de mes prisonniers parlant français est un jeune sauvage. »« Apportez vos clés, nous allons le voir. Et attention de ne pas donner l'alarme, sinon... » Dudley regarda Gabriel de toute sa hauteur, de fils de gouverneur, ramassa ses clés et leur demanda de le suivre en indiquant de laisser le sauvage attendre à l'extérieur. Gabriel demanda à Firepower d'amener les deux guerriers Mohawks près de l'intérieur de la porte de sortie et de les y attendre. « Ce guerrier vient avec nous, » dit-il au shérif en désignant Antoine. Dudley prit la direction des cellules. Il n'y avait aucun garde de posté sur tout le trajet. Le shérif ouvrit une porte et Gabriel aperçut Joseph enchaîné, accroupi dans des immondices avec les deux autres Mohawks près de lui. « C'est ainsi que vous traitez vos prisonniers? » dit-il en regardant durement Dudley. « Ces hommes ne sont que des sauvages. Ils me servent faire chanter un chef Mohawk qui refuse de combattre le Canadien. »« Délivrez-les tout de suite, » dit Gabriel, pointant son pistolet sur le front du shérif. « Je n'irai certainement pas me salir dans ces immondices, » s'écria-t-il. Antoine lui arracha les clés des mains et parvint à déchaîner les prisonniers. Joseph se releva, les yeux brillants d'irritation. « Monsieur, vous m'avez traité comme le dernier de vos pourceaux. Vous allez le payer. Père, prête-moi ta rapière. Je vais tuer ce vil individu. » « Je lui ai donné ma parole qu'il aura la vie chose s'il m'amenait vers toi. »« Père, je te demande ta rapière, s'il te plaît. » renchérit Joseph, les yeux flamboyants rivés sur Dudley. « Ma parole, Joseph. »« Je ne peux y manquer, tu le sais très bien, » dit-il à son père. Gabriel lui présenta sa rapière sur son avant-bras gauche, le pommeau vers son fils. Joseph la saisit et en saluant son père. « Merci, » dit-il, puis se retourna vers Dudley, il ajouta « En garde, monsieur !» Dudley éclata de rire. « Es-tu certain de ne pas préférer un tomahawk, jeune guerrier? » Joseph l'appela du pied fermement. Le shérif, toujours riant, sortit sa rapière et se mit en garde. « Monsieur, ne tenez aucune rancune si je tue ce jeune homme. C'est lui qui l'aura cherché, » dit-il à Gabriel, qui, négligemment de la main, lui fit signe de procéder. Jacques-François se contenta de sourire. Et Dudley se fendit, croyant en finir d'un seul coup. Joseph para et lui plaça son poing gauche en plein visage. Dudley fut précipité vers le mur et tomba assis dans les immondices qu'il refusait d'approcher. « Relevez-vous, monsieur, ceci n'est qu'un préambule. » Le shérif ne riait plus. Dégoûté par la fange qui salissait ses habits, il se releva furieux. « Tu vas mourir, foi de William Dudley !» parvint-il à dire dans un rictus affreux, et il revint à la charge. Gabriel observait l'engagement, le coude droit sur son bras gauche replié, les doigts sur le coin de la bouche. Antoine, quant à lui, aidait ses amis Mohawks à se nettoyer un peu. Jacques-François gardait la porte. Joseph laissa Dudley faire 2 attaques, para également la 3e en lui flanquant pour la seconde fois son poing gauche sur le nez, ce qui recatapulta le shérif sur le dos dans le tas d'immondices. Enragé complètement, Dudley sauta sur ses pieds et fonça sur Joseph en fouettant son épée comme un fou furieux. Joseph parait constamment, les yeux rivés sur ceux de l'Anglais. « Joseph, » remarqua Gabriel, « nous devons partir. »« Très bien, père. » Et Joseph se mit à attaquer calmement avec une rapidité déconcertante. Dudley ne pouvait plus que reculer et reculer.
À un moment donné, il vit la lame de sa rapière projetée sur le côté et sentit celle de son adversaire lui pénétrer l'épaule droite. Il s'affaissa à genoux, laissant tomber son arme. « Vous m'excuserez, monsieur, mais je dois vous lier et vous bâillonner pour sortir d'ici sans accrochage, » lui dit Joseph, encerclant les poignets du shérif dans les mêmes chaînes que lui-même avait portées. Il s'empara d'un tissu parmi les détritus et bâillonna ainsi M. William Dudley, fils aîné du gouverneur de Boston, qui suffoquait de nausée. Les 3 affranchis suivirent les 3 libérateurs jusqu'à la porte de la prison où Fairpower, les voyant arriver, attira le garde en poste loin de la porte et lui glissa 1 livre de pourboire pour le remercier du renseignement inutile que le garde venait de lui fournir pendant que ses 8 amis sortaient de la prison. Vers midi, les Bostonnais virent passer sur la rue principale une carriole à 2 chevaux encadrée par 2 serviteurs indiens courant de chaque côté de magnifiques chevaux et 2 autres à l'arrière de chaque côté de la carriole. À 3 kilomètres hors de la ville, on s'arrêta et Fairpower claqua la fesse d'un cheval qui entraîna son copain vers un retour à l'endroit de location. La carriole avait été payée d'avance. On poursuivit le voyage à pied à travers la forêt jusqu'à Albany, où Gabriel remercia Fairpower en achetant de l'équipement de traite. Le lendemain, Gabriel renvoyait les guerriers Mohawks, couverts de présents, n'oubliant pas d'inclure un cadeau de remerciement pour son frère de sang Loup Gris. Le voyage de retour à la maison fut un voyage d'allégresse où Gabriel se rendit compte combien ses fils étaient devenus des hommes et surtout des coureurs de bois pleins d'adresse et d'expérience. Louise, quant à elle, fut renversée de voir ses 3 fils aînés devenus de vrais Canadiens. Le lendemain de leur retour, elle les amena chez son père où elle les laissa, demandant de raconter leur aventure à leur grand-mère et leur grand-père. Celui-ci passa l'après-midi à se taper sur les cuisses, riant aux éclats des différentes prouesses de ses petits-fils. Ce fut l'une des plus belles journées du restant de son existence. Gabriel remisa l'équipement de traité acheté à Fairpower et cacha les 6 boules de plâtre que son ami lui avait données. Chapitre 44. La famille est complète. Prévoyant avoir besoin d'une terre bientôt pour l'un de ses fils, Gabriel obtient la concession d'une terre de 6 arpents à Batiscan le 12 octobre 1711. La ratification est faite par Pierre Lafondier-Mongrain, procureur fiscal des Jésuites. Il vend par la suite, le 14 mai 1713, 2/7 de l'habitation sur cette terre à François Duclos, dit Carignan, le fils. Le 24 juillet 1714, Gabriel et Louise font baptiser à Champlain leur dernier fils, Julien. Charles Gabriel avait été reçu dans la confrérie familiale des coureurs de bois gradués par Loup Gris. Jean-Baptiste, Nicolas et Pierre suivaient leur entraînement de Winnetou. Jean-Baptiste serait gradué 3 ans plus tard, Nicolas 5 ans plus tard et Pierre seulement 7 ans plus tard. Winnetou exigeait que les garçons aient 13 ans avant de les envoyer chez Loup Gris. Jacques-François, âgé maintenant de 20 ans, parvint à convaincre son père de faire un voyage de traite en famille l'année suivante. Au printemps, Winnetou, aidé des 3 aînés, fabrique 2 grands canots du Nord tout neufs. Aussitôt près, le groupe de 5 traiteurs, incluant Winnetou, part pour le lac Michigan. Le Mohawk dit connaître une rivière au fond du lac qui n'est pas connue des traiteurs officiels. Il appelle cette rivière Chouanon, du nom de la tribu qui habite la région. Winnetou conseille de passer par le Saint-Laurent au lieu de l'Outaouais. Les coureurs de bois y sont moins coutumiers. Arrivés à destination, ils décident de remonter la rivière et de traiter avec les Indiens qu'ils y rencontreront. Antoine eut énormément de plaisir à chevaucher en compagnie des sauvages qu'il rencontra. Il parvint à augmenter ses capacités équestres avec des trucs que même Winnetou ne connaissait pas.
Il prit part à plusieurs chasses de bisons en chevauchant dans le troupeau, tuant un bison et continuant de chevaucher en crachant une balle de sa bouche dans le canon du fusil qu'il venait de charger. Pour s'assurer que la balle compressait suffisamment la poudre, il donnait un coup du bout de la crosse sur le pommeau de sa selle. Il était alors prêt à tirer. Joseph gagea avec les Indiens lors de tir à l'arc, lancer du couteau ou du tomahawk. Il ne gagnait pas toujours, mais quand même, y arrivait la plupart du temps. Les deux plus jeunes membres de l'expédition se faisaient énormément d'amis parmi les Shawnees. Jacques-François et son père effectuaient pendant ce temps les échanges pour les peaux de fourrure. Ils privilégiaient les peaux grasses ayant déjà servi aux peaux fraîches qui avaient moins de valeur marchande. Ils prirent le chemin du retour avant la fin d'août. Sur la route du retour, ils s'arrêtèrent au fort Pontchartrain du Détroit. Ils rencontrèrent Jacques-Charles de Sabrevois qui accepte de vendre un lot à Joseph pour la moitié des fourrures qui lui appartiennent. Sabrevois, commandant et gouverneur, est un homme assez difficile. Il est beaucoup plus intéressé au profit qu'à la bonne gérance de sa colonie. Gabriel s'assure d'obtenir un certificat au nom de Joseph émis par Sabrevois. Le lot en question était éloigné du fort d'environ 8 milles, mais lors de leur passage, Gabriel trouva l'endroit excellent. Il proposa à Joseph de venir y construire une maison poste de traite où ils pourraient y rassembler leur clientèle. Gabriel installait ainsi le deuxième poste de traite de sa vie. Il serait le dernier pour lui. Lorsqu'on fermerait celui-ci, ses fils pourraient voler de leurs propres ailes. L'année suivante, le poste de traite était construit et les Indiens, avertis par les envoyés de Lougri, convergèrent vers cet endroit pour échanger leurs fourrures. À la deuxième année de traite, Sabrevois avait entendu parler des Indiens qui se dirigeaient vers la propriété de Joseph Lefebvre. Il apparut vers la fin de la traite et tenta d'intimider le jeune homme pour lui soutirer des pelleteries. Il s'était présenté accompagné d'une douzaine de soldats. Habituellement, cela suffisait pour faire plier un pauvre colon qui commençait quasi seul, tout en entretenant sa terre. « Monsieur Lefebvre, il serait préférable pour vous de me laisser participer aux résultats de votre traite au lieu qu'elle soit saisie pour commerce illicite. » « Et pouvez-vous me dire qui saisirait mes fourrures, gouverneur? Si vous le connaissez, avertissez-le que tous les Indiens qui se trouvent sur ma propriété sont mes frères Mohawks, et qu'ils risquent énormément de se faire scalper s'ils se présentent ici pour prendre quoi que ce soit, lui répondit Joseph tout en continuant de travailler. Et si jamais il échappait au scalp, il n'échapperait pas à ma rapière, qui qu'il soit. Attendit Sabrevois derrière lui. Se retournant, il vit Gabriel planté, les jambes écartées et les bras croisés. « Hugh !» entendit-il à sa gauche, où il aperçut un Mohawk à l'air inquiétant, les bras croisés comme Gabriel, qui le fixait dans les yeux. Il voulut s'esquiver par la droite, où se tenait un autre jeune homme habillé en Mohawk, mais qu'il voyait bien être un blanc, lui bloquer le passage. « Je crois que vous pouvez très bien vous défendre sans que je m'inquiète, monsieur Lefebvre. Je vais informer l'intéressé sans faute, je vous le garantis. » Et il passa près de Gabriel en saluant et faisant signe à ses soldats de le suivre. L'année suivante, il fut muté à cause de cette propension à vouloir bénéficier du travail des colons. À leur retour à la maison, après avoir vendu leur pelleterie chez Firepower, les 4 associés avaient 850 livres en poche, car tous avaient acheté quelque chose pour leur mère ou leur épouse. Chacun donna 50 livres à Winnetou, qui fut très heureux de ces 200 livres qui lui permit de changer son équipement. Le reste, soit 3200 livres, se retrouva dans les mains de Louise pour l'ajouter aux économies de la famille. Bébé Julien avait maintenant 2 ans. Jean-Baptiste partirait chez les Mohawks au printemps et Pierre commencerait sérieusement son entraînement
pendant que Nicolas continuerait le sien. En septembre, tous les hommes de la maison s'attelèrent aux travaux de la ferme, de sorte qu'à la mi-novembre, tout était prêt pour l'hiver qui venait. L'essence et les rentes avaient été payées, comme à chaque année, à Pierre-Lafonds-Mongrain. Quelques années auparavant, Gabriel avait été obligé de construire une plus grande table et chacun des fils s'était pratiqué au couteau-croche pour faire les chaises nécessaires à toute la famille. De sorte qu'en ce soir du 20 novembre 1716, toute la famille Lefebvre Duclos se trouvait réunie autour de la table pour savourer l'énorme souper préparé par leur mère et la seule sœur qu'il leur restait, Marie-Madeleine. La douce Marguerite était décédée l'année précédente d'une maladie à l'âge de 24 ans. Les deux femmes avaient énormément de besogne, car il fallait beaucoup de nourriture pour rassasier la voracité des hommes autour de cette table. Il y avait également la voracité des chiens-loups, mais ceux-ci se nourrissaient principalement de poissons, et c'étaient leurs propriétaires respectifs qui se chargeaient de la corvée. Le chien-loup de Gabriel était décédé depuis quelques années. La meute dénombrait maintenant 6 chiens qui appartenaient aux 6 fils les plus jeunes, sauf le bébé Julien. Joseph-Antoine et Jacques-François n'avaient pas renouvelé leur propriété d'un animal. Les chiens qui ne jappaient jamais étaient habitués à ne pas errer dans la forêt, de sorte que les animaux sauvages ne s'éloignaient pas de la terre et la chasse y était toujours fructueuse. Il n'y avait encore que 2 chevaux sur la ferme. Les fils coureurs de bois, même Antoine, préférait se servir de canot ou de courir à pied. La famille de Gabriel était complétée. L'éducation de ses enfants se trouvait bien organisée, même que certains étaient déjà prêts pour leur vie d'adulte, et lui pouvait maintenant décréter que l'apprentissage de sa vie était terminé à l'âge de 41 ans. Il allait poursuivre avec sa charmante Louise une vie plus calme, en revivant les futures aventures que lui raconteraient dorénavant ses fils. Mais il faisait une petite erreur. L'évolution est un apprentissage constant, et les années à venir lui réservaient une initiation additionnelle. Après avoir réussi à être un bon père, il devait maintenant s'attaquer à devenir un bon grand-père. Ce dernier apprentissage s'étendrait jusqu'à la fin de sa vie en 1735, à l'âge de 70 ans. Mais il lui restait encore beaucoup à vivre pendant les 19 ans qui s'étalaient devant lui.